Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre magazine sur le web. On commence tout de suite avec une interview sur la loi sur le renseignement. Alors restez connectés. Cette semaine, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur le renseignement, une loi défendue au nom de la lutte antiterroriste par le gouvernement qui a été ciblée par de nombreuses critiques et qui a été adoptée avec une large majorité. 438 voix contre 86. Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, en a fait l'annonce officielle. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 566. Suffrages exprimés 524. Majorité absolue 263. Pour 438, contre 86, l'Assemblée nationale a adopté. La séance est suspendue. Cette franche approbation ne mettra pas un terme aux débats qui se poursuivront fin mai. Au Sénat, face à la controverse, François Hollande a annoncé qu'il saisirait lui-même le Conseil constitutionnel pour apporter la garantie que ce texte est bien conforme à la Constitution. Et si le PS assume le texte, le Premier ministre Emmanuel Valls, lui, se félicite d'une très large majorité en sa faveur. On l'écoute. Je veux d'abord me féliciter de ce résultat très large, d'une très large majorité en faveur du texte sur le renseignement. Texte qui préserve nos libertés fondamentales, mais texte qui encadre l'activité de nos services de renseignement et qui leur donne davantage de moyens pour qu'ils soient le plus efficaces possible face à la menace terroriste, mais aussi dans la lutte contre la grande criminalité ou encore face à l'espionnage économique. Le texte va poursuivre maintenant son chemin au Sénat et j'espère qu'il pourra être adopté dans quelques semaines avant l'été pour qu'il soit mis le plus rapidement en œuvre. Beaucoup de pression, mais je constate que peu de parlementaires, heureusement, ont été sujets à ces pressions, en tout cas sensibles à ces pressions. Et c'est une très large majorité qui vient d'apporter le plus net démenti. Et sur ce type de texte notamment, c'est important que les forces politiques se retrouvent, celles qui ont gouverné ou celles qui gouvernent le pays. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adrienne Charmet. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice des campagnes à la Quadrature du Net. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette loi ? Alors c'est une loi sur le renseignement intérieur et extérieur. C'est une loi qui a pour vocation d'encadrer les services de renseignement en France et qui donc était prévue depuis un certain temps et que le gouvernement a choisi de faire passer en procédure d'urgence quelques mois seulement après les attentats de janvier. Donc si vous voulez que je vous détaille un petit peu les modalités de ce projet de loi, d'abord la loi détaille les finalités du renseignement, c'est-à-dire tous les sujets pour lesquels les services de renseignement pourront agir, et ce sont des finalités très larges. C'est une des choses que nous dénonçons, c'est-à-dire que le gouvernement a beaucoup présenté cette loi en la reliant à la menace terroriste. En réalité, elle couvre bien d'autres sujets, comme on entendait Manuel Valls le dire un petit peu, les questions de défense et de promotion des intérêts économiques, scientifiques et industriels de la France, ce qui est extrêmement large. Ça veut dire de travailler sur les enjeux économiques stratégiques et les grandes entreprises françaises. D'autre part, tout ce qui concerne la criminalité et la délinquance organisée, là aussi c'est quelque chose d'extrêmement large. Et puis tout ce qui concerne également les violences collectives, ayant pour but, dit la loi, de remettre en cause des institutions républicaines ou qui portent atteinte à la sécurité nationale. Alors, donc ce sont des finalités très larges. Effectivement. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la crainte est surtout une crainte de surveillance de masse ? Alors, il y a une crainte de surveillance de masse, non seulement à cause des finalités du renseignement qui sont très larges, mais également par les méthodes qui sont légalisées. C'est-à-dire que le projet de loi a aussi pour vocation de légaliser des pratiques qui auparavant étaient faites dans l'illégalité par les services de renseignement. Et donc on nous dit il faut légaliser toutes ces pratiques parce que de toute façon les services le font déjà. Et puis elle instaure des nouvelles méthodes de surveillance, notamment de surveillance du trafic Internet, de tout ce qui se fait sur Internet, où là on est réellement dans des pratiques de surveillance généralisée, c'est-à-dire que l'intégralité des communications électroniques des résidents français et des citoyens français
vont passer par des filtres qui vont déterminer des activités qui seraient considérées comme suspectes. Alors donc on est réellement justement, dans un système de surveillance de masse. On parle de ces filtres. Comment le gouvernement compte définir les comportements dits anormaux? Eh bien, on ne le sait pas par définition, et surtout que les modalités pratiques de ces algorithmes qui ont pour objectif de détecter les comportements suspects ne sont absolument pas définis dans la loi. Ils seront définis dans un décret d'application qui sera classé secret défense. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat réellement sur qu'est-ce qui est considéré comme étant une activité terroriste ou à visée terroriste, et qu'est-ce qui est considéré comme, par exemple, une opinion politique radicale ou un intérêt pour tel ou tel type de sujet religieux, culturel, politique, etc. Donc on a vraiment une opacité complète sur la manière dont les citoyens français vont être surveillés. Alors vous disiez qu'avant ça se faisait dans le secret, aujourd'hui on le fait officiellement. Alors finalement, qu'est-ce que ça va changer au quotidien pour les Français ? Disons que le fait de dire qu'on légalise l'illégal, c'est quand même quelque chose d'assez paradoxal. C'est un petit peu comme si on disait, de toute façon, tout le monde roule trop vite sur l'autoroute, alors remontons la vitesse autorisée pour que les gens se retrouvent dans la légalité. Le fait que ce soit déjà pratiqué n'est pas une justification en soi pour le légaliser. Et puis d'autre part, il y a quand même un danger assez fort, c'est que auparavant, les pratiques les plus intrusives étaient faites sous contrôle judiciaire. Et quand les services de renseignement se permettaient d'utiliser des méthodes illégales pour espionner les gens, on peut penser qu'ils le faisaient avec parcimonie, en sachant qu'ils étaient dans l'illégalité. Si tout cela devient légal, on peut craindre un déplacement massif des techniques intrusives vers le renseignement plutôt que vers la justice, et donc des garanties beaucoup moins fortes pour les citoyens, puisque quand on est dans une procédure judiciaire, vous avez tout un tas de garanties, de défense, de recours, etc., que vous n'avez absolument pas dans la police administrative, dans les services de renseignement. Et aujourd'hui, quel est votre positionnement face à cette loi, excusez-moi, que comptez-vous faire? Est-ce que votre combat est-il terminé ou alors vous allez continuer à vous battre? Alors nous, on considère que cette loi, dans son équilibre général, est mauvaise, que certes il faut une loi pour encadrer les services de renseignement, mais pas cette loi-là. Donc on est dans un objectif, on a voulu convaincre les députés de voter contre cette loi. Et vous allez faire comment pour les convaincre? Alors là, pour les députés, c'est terminé. Par contre, on a le Sénat encore qui va arriver. Et donc, on va refaire le même travail qu'avec les députés, voilà, de sensibilisation juridique, technique aussi, sur des enjeux techniques de cette surveillance. Donc, c'est tout un travail de sensibilisation par des organisations comme la nôtre ou par les citoyens. Quand Manuel Valls parle de pression, en fait, c'est de ça dont il parle. C'est des appels, des mails, des discussions que les citoyens engagent avec leurs représentants. Et puis après cela, il y a la saisine du Conseil constitutionnel. Donc François Hollande a dit qu'il le saisirait, mais on n'a pas une confiance totale dans les termes de la saisine qu'il va faire. Et donc, on travaille avec des parlementaires, députés, sénateurs, pour qu'eux-mêmes fassent une saisine du Conseil constitutionnel qui soit argumentée. C'est-à-dire qu'ils demandent au Conseil constitutionnel de vérifier des points très précis de la loi pour voir si c'est en conformité, notamment avec la Constitution française, mais également avec la jurisprudence européenne en matière de protection des libertés fondamentales. Merci beaucoup Adrienne pour toutes ces informations et vous restez avec nous parce qu'on passe tout de suite à notre petit tour du monde des startups. Et avec nous, comme chaque semaine, pour faire le tour du monde de ces startups, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sarah Koskiewicz. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Sarah, vous nous avez réservé beaucoup de surprises et parmi ces surprises, Cool Fat Burner. De quoi s'agit-il? Voilà, alors on part en Pennsylvanie où un homme a trouvé un remède miracle pour maigrir et pour brûler plus de 2500 calories en une journée, c'est-à-dire comme si il avait couru un marathon, on le voit sur ces images. Ça s'appelle le Cool Fat Burner. Alors il se porte comme ça ou en gilet. Et c'est cette chose noire. Voilà, alors, ça s'enfile et ça brûle la graisse brune. La graisse brune, c'est la graisse qui sert à produire de la chaleur et qui évite donc l'hypothermie. Donc ce gilet promet de brûler cette graisse et donc de produire de la chaleur qui ferait beau. C'est un peu compliqué, c'est très techniquement. En tout cas, on serait tous très minces. Lui-même a posté des photos de lui où il avait perdu plus de 10 kilos en un an. Donc ça fonctionne vraiment? Je ne sais pas vraiment. Moi, j'ai du mal à croire qu'un gilet magique qui produit de la chaleur ou du froid, et en l'occurrence, là, c'est du froid, où on le voit avec un bonnet et des gants. Et c'est écrit d'ailleurs sur la campagne Kickstarter qu'il faut s'équiper avant de pouvoir mettre ce gilet, puisque ça produit du froid et ça fait ainsi brûler la graisse brune. Alors,
Alors, c'est pas mieux de se mettre dans un bain d'eau glacée? Alors ça marche forcément pas de la même manière, puisque lui est maintenant très mince. Il explique que c'est une invention révolutionnaire, c'est juste une veste et elle fait maigrir. On peut rester assis, regarder la télé, jouer à la PlayStation, en tout cas à la fin de la journée, on a maigri. Et c'est un carton sur Kickstarter, puisqu'il demandait 10 000 $ pour la production du Cool Fat Burner et qu'il en a eu plus de 400 000. Waouh, c'est que les gens aiment mincir et ils aiment ce genre de technique. Comme je les comprends. Sarah, oui, moi aussi. D'ailleurs, on va continuer avec une autre start-up. On change complètement d'univers. C'est SolarPuff. SolarPuff nous vient de New York et a été créée après le tremblement de terre à Haïti en 2010. Et ça propose des petites lumières, comme on peut le constater. C'est une petite lanterne qui est pliée comme un origami et qui propose de la lumière via des rangées de lumière LED et qui serait donc portable et légère et évidemment très pratique en cas de catastrophe naturelle. Et on est au cœur du sujet puisqu'il y a eu la semaine passée une catastrophe naturelle de grande envergure au Népal et souvent les survivants n'ont pas de lumière et des fois quand ils ont de la lumière, cette lumière donc l'intérêt c'est de pouvoir retrouver de la lumière. Les survivants. C'est waterproof, on peut le mettre dans son bain aussi tout aussi bien. Il y a beaucoup de possibilités, en tout cas c'est très pratique, c'est de l'énergie renouvelable comme je vous l'ai dit, c'est une batterie au lithium donc qui se recharge à la lumière et qui n'a pas besoin de batterie supplémentaire. Il faut 4 heures de charge pour presque 10 heures de lumière. C'est une très bonne idée. Ce sont 2 femmes qui ont créé cette lanterne et ça a vraiment pour but d'aider après les tremblements de terre, typiquement les gens qui n'ont pas accès à l'électricité puisque souvent il n'y en a pas. Ça coûtera 25 $, donc c'est pas grand chose. On peut en acheter une dizaine ou une douzaine, en tout cas c'est très léger, donc on pourra les transporter sur les lieux des catastrophes. Ils avaient demandé 25 000 $ et eux évidemment en ont récolté plus de 90 000 et maintenant ils font également une opération spéciale sur Kickstarter, où on peut envoyer des lanternes directement au Népal. C'est une affaire qui roule. On va continuer avec Hub+. Hub+ vient de Palo Alto et ça serait la solution pour tous les problèmes de chargeur. Je vous laisse regarder la vidéo, découvrons-le et on en reparle après. On regarde. You've got the hottest new computer. But now, you can't plug in any of your stuff. Your new MacBook shouldn't make the rest of your hardware obsolete. And some things just can't be connected via the cloud. Introducing Hub+. Connect all your devices to the new MacBook. Hub+ is compact and durable, so you can take it with you. Charge up your phone, no matter where you are. Alors Sarah, dites-nous tout. Écoutez, c'est pas une grande nouveauté que de trouver sur Kickstarter ou sur Indiegogo des chargeurs très pratiques. Là, c'est très précis puisqu'il parle du nouveau Mac qui est un MacBook Air et qui effectivement n'a que de ports USB. Et donc Hub+ nous propose d'avoir un petit boîtier où on aurait 3 ports USB-C, 3 ports USB-A, un lecteur de cartes d'appareil photo et une batterie au lithium qui pourrait recharger tous les téléphones. Globalement, ça nous propose de charger tous nos appareils avec quelque chose de très maniable. On pourrait également recharger nos ordinateurs, mais surtout voilà, les Mac n'ont Donc on peut vraiment tout recharger. Écoutez, et alors par contre, ce petit boîtier, on le recharge ou il se recharge automatiquement avec la lumière? Lui, on le recharge, mais lui on le recharge, mais de temps en temps, ça coûte que 79 $. C'est pas hors de prix pour un chargeur. Quand on sait qu'un chargeur de Mac, par exemple, un chargeur d'ordinateur coûte 160 €, je crois que 160 shekels, pardon. Voilà, donc oui, ça coûte dans les 90 € à l'Apple Store. Ça coûte quand même assez cher. 79 € pour quelque chose qui pourrait charger tous nos appareils, c'est quand même assez rentable. Une campagne qui marche modérément, puisqu'ils ont quand même ils ont demandé 35 000 €, ils les ont eu. Voilà, on attend de voir, la campagne n'est pas finie. Ça pourrait être une solution assez maniable qu'on pourrait mettre dans notre sac et peut-être
régler pas mal de problèmes de batterie qui nous empoisonnent. Merci beaucoup Sarah, je vous ai laissé terminer. C'est la fin de cette émission. Merci pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte avec l'exploit de 5 pères de famille qui ont mis le feu à l'émission Britain's Got a Talent. Je sais que Sarah, vous aimez ça. Bon visionnage et à demain. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me.